Parfait. Donc, si ça vous va, on commencerait là, la petite formation. Donc, bienvenue à ce long webinaire là, sur l'utilisation de Qfield pour l'acquisition, en fait, de vos données géospatiales. Donc, l'idée derrière ce webinaire-là, c'est vraiment de vous donner là, les outils pour les collectes de données là, qui s'en viennent avec l'arrivée du printemps et l'été. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre organisation, puis par la suite, le plan de cours. Donc, CDG Développeur, on est une entreprise spécialisée dans le domaine de la cartographie web, du développement applicatif en géomatique. On travaille, dans le fond, avec nos clients à faciliter les processus d'acquisition, de diffusion de l'information géographique afin d'améliorer leur processus de décision. Donc, notre organisation, elle est vraiment spécialisée autour de développer des solutions TI pour les organisations qui travaillent en géomatique, donc que ce soit là, les petites organisations ou les plus grandes organisations. Donc, les formateurs, donc normalement, aujourd'hui, on était supposé avoir Xavier Gervais aussi qui se serait joint à nous. Malheureusement, pour des raisons d'ordre familial, M. Gervais n'a pas pu se joindre. Donc, ça va être moi qui va donner l'entièreté de la présentation. En fait, M. Gervais est spécialisé là, dans tout ce qui est base de données géospatiales. Mais bon, c'est moi qui va donner l'information à ce niveau-là également. Donc, je m'appelle Charles de Grandpré. Je suis titulaire d'un baccalauréat en géographie de l'Université Laval et d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Et je travaille depuis plus là, de 10 ans comme géomaticien et développeur analyste. Donc, le plan de la formation d'aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut connecter une base de données hébergée à QGIS. Okay, donc, on va travailler avec la base de données PostgreSQL et son extension PostGIS. Ensuite de ça, on va voir comment préparer la campagne d'acquisition directement dans QGIS. Okay, donc, pour préparer, là, en fait, pour paramétrer notre campagne d'acquisition, tout ça se fait directement dans QGIS. Ensuite de ça, on va voir l'extension Qfield Sync, qui est l'extension qui nous permet de partir de notre projet QGIS et de l'amener sur notre tablette Android ou sur notre téléphone Android. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que Qfield, c'est une application qui est uniquement déployée sur les appareils Android. Donc, tout ce qui est téléphone Apple ou tablette Apple de type iPad, ça ne fonctionne pas avec Qfield. Pour l'instant, c'est uniquement disponible sur OS Android. Donc, ensuite de ça, on va regarder comment installer Qfield sur sa tablette ou sur son téléphone. On va voir comment transférer notre projet Qfield de l'ordinateur vers la tablette. On va voir comment travailler dans Qfield sur le terrain. Donc, évidemment, vous comprendrez que, étant donné la formule là, du webinaire, je ne vais pas sortir avec mon ordinateur dehors pour vous présenter là, le terrain. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des capsules de prise d'écran préalables et je vais vous les présenter et les commenter dans le fond pendant le webinaire. Donc, je vais vous présenter l'interface de Qfield via ces vidéos de capture-là. Et finalement, on va voir là, comment on resynchronise un projet dans QGIS une fois qu'on est allé travailler sur le terrain. Ce qui est important de comprendre, c'est que il est possible avec Qfield de travailler en mode
live. Donc, si par exemple, vous avez votre téléphone avec une connexion LTE ou en fait une connexion réseau, vous pouvez vous connecter directement à la base de données à condition que votre base de données soit exposée sur le web, donc qu'elle soit sur un serveur et que ça vous permette, dans le fond, que dans le fond, vous puissiez y avoir accès via le web. OK? Dans le cadre du tutoriel d'aujourd'hui, du webinaire, je vais vous montrer comment travailler en mode non connecté parce que plusieurs d'entre vous allez probablement travailler avec des tablettes de terrain qui souvent n'ont pas de connexion réseau. OK? Donc, on va préparer le projet comme si on partait dans le fond en mode non connecté. OK? Mais si vous voulez explorer, là, il y a la possibilité avec vos téléphones cellulaires, par exemple, de travailler en mode connecté. Et là, tout se synchronise automatiquement. OK? Donc, pour terminer, on va voir comment on synchronise notre information à partir de notre tablette vers nos projets QGIS et dans notre base de données PostgreSQL. Donc, le stack technologique qu'on utilise, je viens d'en parler un petit peu, c'est QGIS, PostgreSQL, et PostGIS, qui est l'extension spatiale, et QField. Donc, ce sont tous des projets là, qui sont utilisés par, en fait, qui sont soutenus là, par l'OGC. Non, excusez-moi, l'Open Data Consortium. L'Open Geospatial Consortium, c'est ça, l'OGC. Donc, ce sont des projets là, qui sont open source. Donc, habituellement, quand on dit open source, on parle de gratuité. Et ce qui n'est pas toujours le cas, là, soit dit en passant, mais dans ce cas-là, on a vraiment accès à un stack qui est pas mal gratuit dans son entièreté. Je vous dirais que la seule place ici où est-ce qu'on n'aurait pas une solution qui est entièrement gratuite, c'est lorsque on veut avoir un hébergement pour notre base de données géospatiale. Donc, c'est-à-dire que si on veut travailler avec des données qui sont hébergées, par exemple, sur un serveur web, souvent, il va falloir payer pour cet hébergement-là. OK? Donc, on va aller voir ensemble un peu les différents projets. Donc, le premier dont je vous ai parlé, c'est le projet QGIS. Donc, pour ceux qui n'auraient pas QGIS d'installer sur leur ordinateur, mais vous pouvez tout simplement vous rendre au qgis.org ici et télécharger le logiciel. C'est gratuit, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Donc, ensuite de ça, on a parlé également de PostgreSQL. Donc, PostgreSQL, ici, ça se trouve à être notre base de données que vous pouvez également installer localement sur votre ordinateur. Mais si jamais vous désirez mettre en place une base de données PostgreSQL hébergée sur le web, sachez que c'est quelque chose qu'on fait chez CDG Développeurs. Donc, si par exemple, vous dites, nous, on ne veut pas se casser le basic avec ça, on veut tout simplement avoir notre base de données, puis on ne veut pas gérer l'hébergement, c'est quelque chose avec lequel on peut vous aider. Également, il y a une solution sur le web qui s'appelle AccuGIS qui vous permet de créer là, une instance PostgreSQL là, pour vos projets d'acquisition. Okay? Donc, ça, c'est entièrement là, sur le web. Donc, vous pouvez là, directement aller vous inscrire sur ça si jamais vous voulez avoir une base de données hébergée sur le web. Et finalement, notre projet QField ici, donc qui est l'application là qu'on va installer sur notre tablette Android. Donc, c'est vraiment là un outil qui permet là, finalement de rendre n'importe quelle tablette ou n'importe quel
téléphone intelligent. En fait, on le transforme en collecteur de données. On a accès au GPS de notre tablette ou de notre téléphone. Donc, ça nous permet d'acquérir de l'information géospatiale. Donc, voilà pour le stack de technologique. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va vraiment rentrer, là, je vais vous faire une démonstration de comment travailler avec PostgreSQL dans QGIS et comment configurer nos travaux de terrain. OK? Donc, évidemment, je ne vous cacherai pas qu'on fait des manipulations live. On a testé le scénario qu'on vous présente aujourd'hui, mais soyez indulgents si jamais il y a une petite problématique technique, ça peut arriver malheureusement. Donc, pour commencer ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement connecter ma base de données PostgreSQL à QGIS. OK? Donc, je vais tout simplement partir QGIS. Ce ne sera pas bien long, le logiciel est en train de démarrer. Donc, j'ai mon interface QGIS ici. Première chose que je vais faire, c'est que je vais venir sauvegarder ce projet-là. Je vais faire tout simplement projet, je vais faire Save As. Et donc, je vais venir le sauvegarder là, dans mon projet ici là, pour QField et je vais l'appeler tutoriel QField. Ici, je vais utiliser l'extension QGS, donc pour pas que ce soit là, en format compressé. Je fais sauvegarder. Donc, vous voyez maintenant, dans mes projets récents, j'ai tutoriel QField ici qui apparaît. C'est celui que je viens de créer. La première étape qu'on veut faire, c'est connecter notre base de données géospatiale à notre QGIS. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement venir sur le côté ici dans Browser. Et vous voyez ici, j'ai le petit éléphant là, qui est associé à PostGIS et c'est marqué PostGIS. Donc, en venant cliquer ici, bouton de droite, je vais être en mesure de faire une nouvelle connexion. Donc, je vais venir créer une nouvelle connexion. Et là, normalement, je devrais avoir cette fenêtre-là qui m'apparaît. Donc, pour faire ma nouvelle connexion, je vais devoir rentrer les informations de ma base de données. J'ai mes informations de base de données qui sont situées ici. Et donc, je vais donner un nom à cette connexion-là. Donc, par exemple, je vais l'appeler PostgreSQL hébergé, pour dire que c'est ma base de données qui est hébergée sur le web. Ensuite de ça, ici, j'ai l'information de connexion. Donc, grosso modo, Xavier, que je vous présentais tout à l'heure, a installé une base de données PostgreSQL PostGIS sur un de nos serveurs web. Et à partir de là, il m'a donné les informations de configuration. Donc, si par exemple, vous prenez un service avec ArcGIS, c'est ces informations-là que vous allez retrouver. OK? Donc, ici, vous avez accès à l'hébergement. Donc, ça ici, c'est mon adresse d'hébergement. Donc, c'est mon host. Je vais tout simplement venir la copier ici et la mettre dans host. Ensuite de ça, ici, j'ai le port sur lequel la base de données va écouter.
Donc, je vais tout simplement venir configurer ici dans le port. Donc, ce n'est pas le port par défaut de Postgres. Souvent, le 5432, si vous travaillez localement, c'est le port par défaut qu'utilise Postgres. Donc, nous, dans notre cas, nous, on l'a changé. Soit dit en passant, vous avez accès actuellement à ces informations-là, mais sachez que la base de données va être détruite à la fin de la formation, étant donné qu'on vous donne accès à nos credentials, là, donc ce ne serait pas très, très sécuritaire. Ensuite de ça, ici, on a la base de données, donc c'est Qfield Training. Et ici, dans notre cas à nous, on a établi que le certificat SSL était requis. Donc, le certificat SSL, c'est une sécurité là, sur le réseau Internet qui permet d'encrypter les données lors du transfert sur le protocole HTTP. OK? Donc, dans notre cas à nous, on va tout simplement venir le rendre requis. Okay? On va dire donc que le mode SSL est requis. Et donc, il va nous rester à venir configurer notre authentification. Donc ici, si je viens dans Basic, je vais tout simplement venir mettre mon username ainsi que mon mot de passe. Et je vais les sauvegarder localement. Si vous n'avez pas d'enjeu, si vous ne pensez pas avoir de problématiques avec votre ordinateur localement, vous pouvez les enregistrer. Évidemment, quand on enregistre quelque chose localement, c'est ce qu'ils disent ici, c'est que les credentials sont stockés en clair. Donc, si quelqu'un a accès à votre ordinateur, il pourrait, dans ce cas-ci, accéder à votre mot de passe. Okay? Donc, moi, c'est un risque que je prends. De toute façon, comme je vous dis, la base de données va être détruite tout à l'heure. Donc, je fais tout simplement OK ici. Donc, ça me dit encore là, que j'ai opté pour sauvegarder mon password. Bon, je fais OK. Et là, j'ai ma nouvelle base de données locale qui a été, ma base de données hébergée qui a été connectée à QGIS et donc que je vais pouvoir utiliser pour créer mon projet Qfield. Donc, ici, je vais juste supprimer ce schéma-là parce qu'on va venir le recréer. Donc, donnez-moi juste un petit instant, je vais le supprimer. Il ne me donne pas la possibilité. OK, je vais le refaire plus tard. On va créer un nouveau schéma dans ce cas-là. Donc, ici, ce qu'on disait, première étape, c'était de créer une nouvelle connexion à notre base de données PostgreSQL. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau schéma. Donc, le nouveau schéma, en fait, c'est là-dedans qu'on va venir stocker nos tables. Okay? Donc, nos entités spatiales vont être stockées dans ce schéma-là. Donc, ici, tout simplement, si je viens dans Database, dans le haut, ou base de données, et que j'ouvre mon DB Manager, j'obtiens cette fenêtre-là ici. Dans cette fenêtre-là, j'ai accès à PostGIS et j'ai accès à la base de données que j'ai connectée tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir cliquer sur ma base de données PostgreSQL hébergée et ici, dans le haut, je vais faire Schema, Create a Schema. Et donc là, on peut venir lui donner un nouveau nom. Donc, je vais l'appeler par exemple Tutoriel Qfield. Je fais OK. Et vous voyez mon nouveau schéma qui apparaît désormais. Donc, une fois que j'ai ça, je suis en mesure de venir créer des nouvelles tables. Et ces nouvelles tables-là, c'est les tables qui vont venir stocker l'information que je vais acquérir avec Qfield. Donc,
Ici, globalement, j'ai parti un scénario. Donc, ça se peut que ce ne soit pas adapté à votre réalité, mais c'est un des scénarios qu'on peut rencontrer quand on travaille sur le terrain. Donc, j'ai établi qu'on était, par exemple, un organisme de bassin versant et qu'on voulait créer un formulaire pour faire de l'inspection de fosses septiques ou dans le milieu municipal également, c'est souvent quelque chose qui est fait durant l'été, l'inspection de fosses septiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer cette table-là et on va venir la créer autant en format point, ligne et polygone. Je sais que c'est un petit peu irréaliste de venir faire des lignes pour stocker de l'information de fosses septiques, mais c'est juste pour le bien de la démonstration. OK? Et donc, la table que je vais vouloir créer, c'est cette table-là ici. C'est une table qui va être comprise d'un UUID, donc un identifiant unique. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on utilise le UUID et les caractères de texte plutôt qu'un entier et un ID conventionnel. OK? Ensuite de ça, on va stocker l'adresse. On va stocker la possibilité de mettre une note. On va mettre un type, donc qui va être un champ, dans le fond. C'est juste pour vous présenter qu'on est capable de créer des champs de drop-down, par exemple, un sélectionneur de drop-down. On va venir stocker une photo, donc pour offrir la possibilité de prendre une photo directement dans l'application lorsqu'on est sur le terrain. La date de création et également ici la possibilité de venir mettre l'auteur de l'information. Donc, si par exemple, je déploie une équipe de collecteurs de données, je vais être en mesure de savoir qui a rentré quelles données. Donc, cet élément-là ici va nous permettre là, de faire ça. Et évidemment, je vais créer ces données-là dans un système de coordonnées de type 4326, donc WGS 84. Et donc, cette projection cartographique-là va faire en sorte qu'on va travailler en degrés décimales. OK? Donc, je me rends dans QGIS et je vais venir créer cette base de données-là. Donc, ici, dans Tutoriel QField, je vais venir dans Table et je vais créer une nouvelle table. Donc, cette table-là ici, je vais venir l'appeler fosse septique. Excusez-moi. Je vais venir l'appeler fosse septique point. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir y dire ici de créer une colonne de géométrie de type point. Je vais venir lui spécifier que mon SRID, donc qui est en fait mon système de référence, c'est le 4326. Et je vais lui demander de créer un index spatial. Ensuite de ça, ici, je vais venir créer mes champs. Donc, je vais tout simplement faire Add Field. Et le premier ici, je vais tout simplement venir l'appeler UUID. Je vais demander à ce que ce soit un champ de type varchar 255. Donc, grosso modo, on parle ici d'un champ de texte avec la possibilité d'entrer 255 caractères. Et ici, je vais indiquer que je ne veux pas que ce champ-là soit nul, parce que c'est mon identifiant unique. Donc, c'est important pour moi que ce champ-là ne soit pas, qu'on ne puisse pas le mettre nul. Et de toute façon, on va le voir tout à l'heure, ce champ-là, il va se remplir de façon automatique. OK? Ensuite de ça, je vais venir ajouter un autre champ qui va être mon champ adresse. Encore une fois, je vais venir utiliser un varchar 255.
J'ajoute un autre champ qui est un champ de notes. Et le champ ici de notes, donc, je vais le mettre en format texte. Donc, le format texte permet d'entrer des plus longues chaînes de caractères. C'est vraiment pour des descriptions, des notes, des commentaires, etc. OK? Ces champs-là, ici, je vais dire qu'ils peuvent être nuls. OK? Donc, je vais les rendre nuls. Donc, si par exemple, je ne veux pas rentrer l'adresse à un endroit, ça va être possible. Je vais ajouter un autre champ ici, qui est mon champ type. Et je vais l'établir comme étant un varchar 255 également. Je vais le rendre nul. J'ajoute un champ de type photo. Et je vais le mettre encore une fois en varchar 255. Et vous allez voir pourquoi tantôt on stocke la photo sous un format de texte. Ça semble peut-être contre-intuitif, mais c'est vraiment dans ce format-là qu'on stocke les images. Tout simplement, en fait, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'on stocke l'URL de l'image. On ne stocke pas l'image à proprement parler. Donc, on va le rendre optionnel. Ici, je vais rajouter également une date de création. Et dans ce cas-ci, ici, je vais venir utiliser un timestamp pour avoir la date et l'heure de la création de mon entité. Et je ne le mettrai pas nul. Donc, c'est obligatoire d'avoir une date de création lorsqu'on crée une entité. Et finalement, ici, je vais venir mettre mon auteur que je vais stocker en varchar 255. Parfait. Donc, une fois que j'ai créé tout ça ici, je vais faire tout simplement create et ça devrait me créer une table dans mon schema tutoriel QField. Donc, ça me dit que la table a été créée avec succès. Donc, si je viens fermer ça ici, que je viens dans mon tutoriel QField, vous voyez ici, j'ai mes données qui sont disponibles et ça m'indique que c'est des données de points. Si je fais bouton de droite sur cet élément-là ici, je peux faire Add to Canvas et ça va venir s'ajouter à mon QGIS. Donc, vous voyez ici, j'ai mon point fausse septic point qui est apparu. Évidemment, si je regarde dans mes informations ici, je n'ai pas d'information, c'est une couche qui est vide actuellement. On n'a pas encore créé de l'information sur cette couche-là. OK? Donc, rapidement, je vais créer deux autres tables qui vont être des tables de lignes et de polygones. Par contre, je ne m'attarderai pas aussi longtemps à créer là, les entités, étant donné que c'est vraiment juste pour démontrer dans QField comment créer des polygones et des lignes. Donc, grosso modo, pour la gestion du formulaire à proprement parler, on va travailler principalement sur la table des points. Donc, juste pour vous montrer comment créer une entité de type polyligne, je viens ici dans Table, Create Table, et là, je vais l'appeler fausse septique ligne. Ici, j'ai besoin de minimalement avoir un champ, donc je vais tout simplement venir créer un champ UUID. Ici, je vais venir créer une géométrie de type multiline string, donc une polyligne. Je crée mon index spatial, je viens dans mon SSID, entrer le 4326 pour dire que je suis en WGS 84. Et une fois, ici, je vais tout simplement venir le mettre en varchar. Une fois que ça c'est fait, je fais Create. Donc, on me dit que la table a été créée.
Et je vais créer une dernière table qui est ma table de polygone. Donc, fosse septique. Polygone. Encore une fois, j'ajoute mon champ UUID. Je sélectionne un varchar 255. Ici, je viens créer ma géométrie et cette fois-ci, je vais lui demander que ce soit une géométrie de type multipolygone parce que c'est des polygones que je veux créer. Je crée un index spatial et je vais venir mettre mon 4326 pour mon WGS 84. Je fais Create. Ce sera pas bien long, il semble y avoir... Bon, parfait. Donc, la table a été créée avec succès. Je peux désormais fermer ça ici. Et si je viens dans mon tutoriel QField, vous voyez que j'ai accès à mes autres couches, donc que je peux tout simplement ajouter à ma carte. Une fois que ça c'est fait, mes bases de données sont configurées. Ce qui nous amène à la prochaine étape, qui est de préparer la campagne d'acquisition dans QGIS. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre une symbologie sur nos données qui va être exportée dans QField, comment on peut créer un label qui va également être exporté dans QField, et on va voir comment est-ce qu'on peut générer notre formulaire. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer notre formulaire en créant des fonctions qui vont générer des données automatiques. OK? Donc, première étape, avant d'aller plus loin, un des éléments qui souvent va être utile lorsque je vais être sur le terrain, c'est de pouvoir m'orienter avec un fond de carte. OK? Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé avec QGIS, vous connaissez sûrement le plugin Quick Map Service. OK? C'est la petite boîte que vous voyez ici sur le côté. En fait, c'est un outil qui permet d'accéder à des fonds de carte du web. Donc, par exemple, vous voyez ici, je peux accéder à Google Satellite, à Google Maps, à l'imagerie d'Esri, etc., etc. Dans QGIS, lorsqu'on veut installer un plugin, on vient tout simplement ici dans le haut, dans Plugin. Si vous avez l'extension, si vous avez la version française, ça va être Extension. Et on peut aller dans Manage and Install Plugin. Vous avez cette fenêtre-là ici qui apparaît. Et donc, si vous n'avez pas Quick Map Service d'installer, vous pouvez le chercher tout simplement ici en tapant Quick Map Service. Vous voyez que moi ici, il est déjà installé, donc évidemment, je n'ai pas à le réinstaller. Mais si jamais il n'était pas installé, vous pourriez tout simplement, dans le bas ici, venir cliquer « Installer le plugin » et ça vous permettrait d'avoir accès à ces cartes de base-là qui sont disponibles sur le web. Donc, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ajouter une carte satellitaire Google hybride. OK? Donc, l'imagerie aérienne, mais avec des toponymes. Donc, je vais faire tout simplement Add ici. Et là, évidemment, je suis centré. Je n'ai pas de données actuellement dans mes couches ici. Donc, QGIS ne sait pas précisément où est-ce que je suis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me déplacer vers l'endroit où je veux faire ma campagne d'acquisition. Et moi, je suis situé actuellement à Shawinigan, au Digiob. Donc, je vais tout simplement me rendre à Shawinigan ici. Je vais aller
localiser le Digihub ici, situé à côté de la microbrasserie du Trou du Diable. Et donc, j'ai accès à cette carte de fond-là que je vais pouvoir exporter dans mon projet QField tout à l'heure. Okay? Et que je vais même pouvoir utiliser sans connexion Internet. On va voir comment est-ce qu'on fait ça avec un projet hors connexion. Donc, ça ici, c'est fait. J'ai créé ma carte de fond. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir venir générer des... en fait, ici, je vais vouloir venir changer la symbologie de mes éléments. Okay? Donc, par exemple, pour m'assurer que mes points soient bien visibles, je vais vouloir que mes points soient des gros points rouges. Ici, je vais m'assurer que mes lignes soient également des lignes rouges. Et ici, je vais mettre un contour rouge et un quadrillé à l'intérieur de façon à ce que je puisse voir ce qu'il y a derrière la couche. OK? Donc, pour venir changer la symbologie, je vais tout simplement faire bouton de droite ici, propriété, et j'ai cette fenêtre-là ici qui apparaît. Donc, en fait, c'est les propriétés de ma couche. Pour changer la symbologie, je vais tout simplement ici venir dans Symbologie. Et là, vous voyez, j'ai différentes possibilités là, pour customiser mon marqueur. Je pourrais sélectionner des petits icônes ici, changer les couleurs, etc. Donc, pour garder ça simple, aujourd'hui, moi, je vais tout simplement venir sélectionner mon point rouge ici. Et ça va devenir la nouvelle symbologie quand je vais ajouter un point sur la carte. Je fais OK. Ici, j'ai ma ligne. Donc, on m'a mis une ligne rouge par défaut. Donc, c'est pas mal ce que je voulais atteindre. Donc, en fait, je vais tout simplement la rendre un petit peu plus large en sélectionnant la Simple Red Line ici. Donc, c'est cette symbologie-là ici que je vais venir donner à ma ligne. Encore une fois, je garde ça simple. Il y aurait moyen de faire des symbologies plus complexes et on pourrait même créer des symbologies en fonction des caractéristiques de ce qu'on crée. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, donc on va tout simplement conserver, là, juste montrer qu'on peut changer les symbologies, que ça va s'appliquer dans QField. Et finalement, ici, je vais venir changer la symbologie de mon polygone. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement utiliser un H, comme ça ici, et je peux venir, en sélectionnant ici le Simple Field, changer la couleur de contour. Donc, je vais demander à ce que la couleur de contour soit rouge. Comme ça, je fais OK. Et là, ça va me donner cette nouvelle symbologie-là. Donc, tantôt, lorsque je vais créer des polygones dans QField, ça va me permettre de voir à travers et de savoir où sont mes polygones. Maintenant que la symbologie est faite, je vais m'attarder un petit peu plus en détail sur mon fichier de points pour lequel j'avais créé des attributs tout à l'heure. Donc, une des choses qui peut être utile lorsqu'on est sur le terrain, c'est d'être en mesure d'identifier à quel point l'élément fait référence. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un label. OK? Donc, ici, si je viens sur fosse septique, point, et que je viens tout simplement dans Properties, je vais aller dans l'onglet Label ici. Et donc, par défaut, on me dit que je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas de label associé à mes points. Je vais tout simplement venir sélectionner Single Label. Et ici, dans la valeur de mon Single Label, je vais tout simplement venir sélectionner Adresse pour dire que je veux que ce soit l'adresse du point qui apparaisse lorsque je suis dans QField. Okay? Donc, si je suis en train d'inspecter la fosse septique du 1250 avenue de la Station à Shawinigan, c'est ça qui va apparaître à côté de mon point. OK?
je fais adresse ici. Et là, ici, je pourrais venir modifier l'apparence de mon étiquette. Je peux venir jouer avec le texte, je peux venir jouer avec l'emplacement, etc. Ce n'est pas l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez changer toute l'apparence de votre étiquette. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, je clique sur OK. Et donc là, normalement, lorsque je vais ajouter mes points tout à l'heure, ça va venir me créer une étiquette sur le côté qui va me donner l'adresse. Maintenant, l'élément qui est important pour nous, c'est de venir jouer avec le formulaire. Donc, comment le formulaire va apparaître dans QField. On a créé tout à l'heure nos champs dans la base de données. Mais pour rendre l'expérience plus conviviale, on va avoir besoin de générer des drop-downs, on va devoir venir dire en fait comment on remplit chacun des champs. Pour faire ça, je reviens encore une fois sur bouton de droite, propriétés. Et là, cette fois-ci, je vais venir dans Attribute Form. OK? Et là, vous voyez ici que j'ai chacun de mes champs. OK? Je vais venir sélectionner UUID ici. Là, je vais juste venir m'aider de mon PowerPoint. Excusez-moi, je vais juste mettre en écran double comme ça. Parfait. Donc, Properties ici. Donc, ici, dans UUID, je vous ai dit tout à l'heure que UUID allait être notre clé d'identification primaire. L'un des enjeux lorsqu'on travaille sur le terrain et qu'on est en équipe, c'est qu'on peut créer plusieurs données en même temps qui, si on utilise un identifiant unique de type serial, donc qui auto-incrémentiel, mais ça se peut qu'il y ait des conflits entre nos identifiants. Donc, pour éviter ça, on utilise ce qu'on appelle un UUID, qui est en fait une chaîne de caractères relativement longue qui va faire en sorte que ça va être pratiquement impossible d'avoir le même identifiant. C'est une chaîne de caractères qui est générée de façon aléatoire et donc ça permet de générer des clés d'identification primaire qui ne seront pas similaires et qui permettent de travailler à plusieurs sur le terrain sans qu'il y ait de conflit entre l'auto-incrémentiel de nos identifiants primaires. Donc, ce champ-là ici, c'est un champ que je veux pas qu'il soit éditable. Donc, je ne veux pas que la personne, lorsqu'elle crée un point, soit en mesure de venir modifier le UUID. Je veux que ce soit non éditable. Donc, ensuite de ça, le type de widget ici, je vais garder TextEdit parce que c'est réellement du texte que je crée. Mais là où ça va devenir un peu plus complexe, c'est qu'ici, dans ma valeur par défaut, je vais venir utiliser une fonction de QGIS qui permet de générer ces UUID-là. Donc, c'est une fonction qui va générer des idées aléatoires. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté ici, mais, excusez-moi, j'ai accès à un petit bouton qui fait référence à des fonctions. Donc, si je clique sur ça ici, j'ai une boîte qui m'apparaît avec des expressions. En fait, ici, ça, c'est toutes des fonctions, des variables, etc., qui sont disponibles dans QGIS. Dans Search ici, je vais tout simplement faire UUID. Et là, ici, on me propose 3 choix. Celle-là, ici, c'est mon field value. Donc, c'est ce que j'ai créé. Ça, ici, c'est les attributs encore une fois, de ce que j'ai créé. Celui qui m'intéresse, moi, c'est la fonction ici. Donc, la fonction
UUID qui va permettre de générer des identifiants aléatoires. OK? Donc, je clique sur OK ici. Oh, oups, excusez-moi, je ne l'ai pas ajouté. Donc, je le clique ici pour qu'il apparaisse dans mes expressions. Je fais OK. Et là, vous voyez ici dans Preview, ça m'indique à quoi va ressembler mes identifiants aléatoires. OK, donc, vous voyez, c'est ça ici. Une fois que ça c'est fait, je peux passer à mon prochain champ, qui est le champ adresse. Donc, le champ adresse, je veux qu'il soit éditable, je veux que ce soit un texte edit. Il n'y a pas de default value, donc on le laisse comme ça, il est déjà correct. Ici, dans mon champ notes, je vais tout simplement lui demander que, oui, ça reste un texte edit, mais je vais venir faire en sorte que ce soit un multiline. OK? Tout simplement parce que je veux avoir plus de place pour écrire, vu que la note peut être un petit peu plus longue. OK? Donc, sinon, pas d'autres changements pour ça. Ici, dans mon type, donc, mon type, c'est des données que je veux qu'ils soient préformatées. OK? C'est-à-dire que je veux savoir, par exemple, si ma fosse septique, elle est désuète. Je veux savoir si ma fosse septique, elle est désuète, mais elle a un droit acquis. Ou je veux savoir si ma fosse septique est conforme, par exemple. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement venir dans mon widget type ici et je vais venir sélectionner un value map. OK? Donc, le value map, ce qu'il va me permettre, c'est qu'il va me permettre de créer un drop-down et ça va faire en sorte que lorsque les gens sur le terrain vont rentrer cette information-là, l'information va toujours être conforme parce qu'elle a déjà été préétablie dans QGIS. Donc, on ne se retrouvera pas, par exemple, avec des erreurs où est-ce que la personne marque la fosse septique est conforme avec 2F, et là, on se retrouve avec des champs qui concordent pas. Donc, en faisant ça, on s'assure de l'intégrité de la donnée qui est rentrée. OK? Donc, je vais cliquer ici sur Value Map, et ici, je peux venir indiquer mes champs. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux avoir, par exemple, une valeur qui va être différente de l'étiquette qui va apparaître dans le drop-down. OK? Donc, dans notre cas, à nous, on va mettre la même valeur que l'étiquette, mais sachez que vous pourriez, par exemple, avoir, par exemple, non conforme qui correspond à 1, droit acquis qui correspond à 2 et conforme qui correspondrait à 3. Donc, il y a possibilité de faire des agencements comme ça où est-ce que les valeurs correspondent à des éléments qui sont différents des étiquettes. Donc, ici, dans Value, je vais tout simplement venir rentrer non conforme et je vais dire que la description, c'est la même chose, c'est non conforme. Ici, je vais marquer droit acquis. Et ici, je vais marquer conforme. Une fois que ça c'est fait, j'ai mes éléments là, de map qui sont bien créés. Et ici, je ne viendrai pas modifier les defaults, tout est beau. Ça va être ça, mon champ. Nos photos. Donc, vous vous rappelez tantôt, lorsque j'ai créé le champ photo, je vous ai dit, on stocke le lien de l'image, en fait, qui est prise. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement dans Text Edit et on vient sélectionner Attachment. OK? Donc, ça ici, ça va nous permettre de... en fait, ça va faire en sorte que dans QField, je vais avoir accès à un élément qui me permet de prendre une photographie, mais ce que ça va réellement stocker dans ma base de données, c'est le lien vers cette photographie-là. Et là, on a un petit enjeu dans QField, c'est-à-dire que
je ne peux pas faire en sorte que mes photographies soient sauvegardées dans ma base de données. Je stocke le lien, mais à chaque fois que je vais prendre des photographies, je vais devoir les prendre et je vais devoir venir les drag and dropper sur mon ordinateur, par exemple, ou sur mon serveur pour m'assurer que le lien concorde avec l'image. Donc ça, c'est un des éléments qui est peut-être un petit peu problématique là, de l'application, c'est qu'on ne peut pas envoyer les images directement dans le cloud et qui synchronise avec la base de données. Ce n'est pas quelque chose de possible. Donc, ici, je vais tout simplement venir cliquer pour dire que je veux que ce soit un relative path. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer le lien vers les données sur mon téléphone. OK? Si, par exemple, j'avais un projet que je vais toujours mettre le path dans les mêmes endroits, ben, je pourrais venir mettre un default path ici, là, une URL par défaut. OK. Donc, ça, c'est fait ici. Donc, je veux que ce soit éditable. Nul, c'est correct. Maintenant, je vais passer dans ma date de création. Donc, par défaut, ici, QGIS a établi que c'était bel et bien un format de type date. OK? Donc, il m'a mis le bon widget. Par contre, ici, moi, ce que je veux, c'est que c'est la date de création. Je ne veux pas que l'utilisateur soit en mesure de la modifier parce que ça n'a pas de sens de venir dire, ben, j'ai créé ça hier, alors que je le crée à l'instant. Donc, je vais le rendre non éditable. Et ici, je vais encore une fois aller dans mes default values et je vais venir utiliser une autre fonction ici. Donc, je clique sur le bouton. Et je vais venir chercher la fonction now. Donc, cette fonction-là, ce qu'elle me permet, c'est tout simplement d'aller chercher l'heure et la date de création. Donc, c'est le moment où est-ce que ça se crée. Cette fonction-là prend l'heure et la date. Donc, je sélectionne Now ici, je fais OK. Oups, excusez-moi, j'ai encore oublié de l'intégrer dans mon champ d'expression. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce soit dans l'expression ici. Je fais OK. Et là, vous voyez, il me donne mon preview. Donc, ça me donnerait le 20, 21, 3h18, 12h, midi 55. Donc, ça, c'est bon ici. Et finalement, l'auteur. Donc, l'auteur, encore une fois, on est dans un texte edit. Et on pourrait, par exemple, faire en sorte que la personne rentre son nom à chaque fois qu'elle rentre une nouvelle donnée. Par contre, ce serait un petit peu, long pour la personne qui rentre des données. Puis encore une fois, on se ramasserait avec la possibilité d'avoir des erreurs. OK? Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va encore une fois venir le mettre non éditable. Et je vais tout simplement venir utiliser dans Default Value. Cette fois-ci, ce n'est pas une fonction, ça va être une variable. Et ça va être la variable Project Author. OK? Donc, je viens ajouter ici la variable Project Author. Et ici, là, on pourrait l'avoir nommé autrement. Project Author, c'est une variable qui existe par défaut dans QGIS. Donc, je l'ai utilisée, mais on aurait pu l'appeler User, par exemple. Puis les gens auraient pu, dans leur QField, créer la variable User pour qui aurait, dans le fond, rempli ce champ-là. Donc, il y a possibilité de mettre des variables automatiques là, dans QGIS qui vont par la suite se répercuter dans QField. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est possible et qui rend le travail moins difficile lorsqu'on est sur le terrain. OK? Donc, une fois que ça c'est fait ici, je fais OK. Et donc, je vois que tout est pas éditable. Je fais OK là-dessus. Et là, je vais juste vous donner un petit exemple avant qu'on passe dans QField. Si je passe en mode édition ici et que je viens rajouter un point, voici ce qui m'apparaît. Donc, vous voyez que j'ai mon UUID
j'ai mon élément date creation qui apparaît et j'ai mon auteur Charles de Grandpré qui est là par défaut. OK? Et évidemment, ici, je ne suis pas sur un mobile, donc la photo, on me propose tout simplement d'aller chercher l'URL avec 3 petits points. Lorsque je vais être sur QField, on va me permettre d'aller prendre une photo directement. OK? Est-ce que ça va pour ça jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? OK. Tout est bon? Parfait. Donc, ici, je vais fermer ça ici. Je vais enlever le mode d'édition. Donc, notre projet est prêt pour être envoyé sur QField. Donc, moi, je vais juste me référer un petit peu à mon PowerPoint. OK. Donc, on est rendu à l'étape d'installer l'extension QField Sync et de voir comment QField Sync fonctionne pour exporter un projet vers QField. Donc, encore une fois, lorsque vous voulez installer une nouvelle extension dans votre QGIS, vous devez venir dans Plugin ici, Manage and Install Plugin. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va chercher, c'est QField Sync. Et là, vous voyez que j'ai accès à QField Sync ici. Et ça me dit que moi, je l'ai déjà installé là, sur mon QGIS. Donc, c'est l'outil qui permet de packager notre projet QGIS vers un projet QField. OK? Donc, une fois que QField est installé, il devrait apparaître dans mes plugins ici sous QField Sync. OK? Et donc, première chose que je dois faire, c'est que là, je vais aller travailler en mode déconnecté sur le terrain. OK? Donc, je vais devoir venir configurer mon projet pour avoir accès à mes éléments ici, parce que ma base de données, elle est dans le web et mon base map, il est également accessible uniquement via une URL de webmap. OK? Donc, pour créer un projet qui va être consommable en mode déconnecté, je dois venir le configurer. Donc, ici, je vais venir dans Configure, Current Project. Et là, ici, vous voyez, j'ai mes différentes couches et j'ai des actions que je peux rendre, que je peux rendre disponibles ou pas lorsque je suis en mode déconnecté. Donc, ici, par exemple, si je voulais que mes géométries ne soient pas modifiables, je pourrais tout simplement faire Lock Geometries. Et ça ferait en sorte que les géométries seraient visualisables dans QField, mais ils ne seraient pas modifiables. OK? Nous, on veut que ces géométries-là soient modifiables, fait qu'on va l'enlever. Et ici, vous voyez, j'ai la possibilité de rendre soit l'élément offline editing, no action ou remove. Donc, remove, ce serait qu'il n'apparaîtrait pas dans mon projet. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit éditable offline, donc non connecté. Donc, on vient sélectionner offline editing. Et là, quelque chose qui est important, puis ça peut paraître un petit peu étrange, mais il semble y avoir un bug dans l'outil de configuration de QField. Donc, si vous ne venez pas si vous venez pas réellement cliquer sur Offline Editing, même s'il apparaît déjà, il ne considérera pas comme éditable lorsque vous allez le transférer vers votre tablette. Donc, c'est vraiment important de venir cliquer pour chacun des éléments sur Offline Editing pour s'assurer que lorsque vous allez le transférer vers votre tablette, il ne sera pas problématique. Maintenant,
Donc, ça, c'est ce qui me permet d'éditer mes données en mode hors connexion, que je vais pouvoir venir synchroniser par la suite. On va le voir ça vers la fin. Sauf que ma base map, elle, si je veux y avoir accès, je peux pas encore me connecter à je peux pas me connecter à mon webmap service. Donc, pour venir s'assurer que j'ai accès à ma webmap, je dois venir me créer une base map. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais sélectionner Single Layer parce que c'est ma couche Google Satellite que je veux avoir. Et je vais tout simplement venir sélectionner Google Satellite Hybride comme étant mon élément de base map. Ici, on me demande quel est le tile size. Par défaut, c'est 1024. Mais ici, on me demande quel est le map unit par pixel. Et là, ici, on me donne 10 degrés. OK? Donc, ça, c'est beaucoup trop gros. Grosso modo, là, ce que ça ferait en sorte, c'est que je ne serais pas en mesure de voir grand-chose sur ma photo aérienne. OK? Donc, le nom, donc, pour m'assurer que je sois capable de voir quelque chose sur ma photo aérienne ici, je dois venir modifier le map unit par pixel. Et ça, dépendamment de l'échelle à laquelle vous êtes, vous allez le modifier pour pas que ça donne une image qui est trop grosse ou une image qui est trop pixelisée. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment de garantir un juste milieu là, entre est-ce que je génère un projet qui est immense parce que je demande trop de pixels à une trop petite échelle ou est-ce que je n'ai pas assez de résolution puis je ne vois pas bien lorsque je suis à grande échelle. Okay? Donc, dans ce cas-là, étant donné là, qu'on est en unité décimale, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement venir dire que mon map unit, c'est 0.0.0.0.1. OK? Et donc, ça, on est à 1/6 là, d'unité décimale, là, donc de longitude, latitude de degrés, excusez-moi. Donc, ça nous donne à peu près l'équivalent d'1 mètre. OK? Donc, pour l'échelle à laquelle on est, ça devrait être correct. Je clique OK sur ça ici. Et donc, maintenant, ce qui va être important, c'est qu'avant d'exporter mon projet, je vais devoir centrer sur la zone où je veux travailler. OK? Parce que, évidemment, on ne me sortira pas l'entièreté de Google Maps pour l'entièreté de la planète. On va tout simplement venir faire une capture d'écran de la zone dans laquelle je veux travailler. OK? Donc, moi, étant donné que je m'en viens travailler dans le coin du DigiHub, ça me semble correct. Je vais garder cette zone-là pour quand je vais aller travailler sur le terrain. Évidemment, si je travaillais, par exemple, je ne sais pas moi, à Trois-Rivières, ben, j'aurais tout simplement à venir recentrer mon élément pour aller vers Trois-Rivières et me générer l'imagerie dont je vais avoir de besoin. Dans notre cas, à nous, on reste à Shawinigan. Le DigiHub ici. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, je peux exporter mon projet vers Qfield. Donc, j'ai fait les étapes de configuration. Je vais exporter le projet vers Qfield. Donc, je reviens ici dans Plugin. Je fais Qfield Sync et je vais faire Package for Qfield ici. Et là, vous voyez ici, on me demande vers quoi je veux l'exporter. Par défaut, il l'exporte vers Qfield Export, qui est le path qu'on va conserver, mais vous pourriez l'exporter n'importe où là, sur votre ordinateur, ça ne ferait pas de différence. Okay, donc, on va conserver ça et il lui donne le nom de votre projet par défaut. Okay, donc, ici, moi, c'est Tutoriel Qfield, c'est le nom qu'il donne à mon package Qfield également.
Ici, il vous demande si l'extent est adéquat. Donc, dans notre cas, à nous, on va faire OK. Donc, il prend par défaut l'extent de la carte que vous lui proposez. Une fois que ça c'est regardé, on fait tout simplement Create. Et le projet a été exporté pour pouvoir être utilisé dans ma tablette. OK? Donc, maintenant, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est que je vais avoir besoin de ma tablette Android pour utiliser pour pouvoir amener le projet. Donc, moi, ce que j'ai utilisé pour le projet, c'est une tablette Android ici, Calliope. C'est une tablette là, qui est faite pour faire du terrain, en fait. C'est une tablette de calibre militaire là, qui est produite ici. En fait, c'est super intéressant parce que c'est un fournisseur local là, qui produit ça. C'est produit à Shawinigan, en fait, au Digihub ici. Je vous dis ça, puis j'ai pas de commission. C'est juste que c'est des très, très bonnes tablettes. Puis vous pouvez les envoyer en dessous de l'eau, puis ils sont de calibre militaire, vous pouvez les échapper. Donc, pour les gens qui font du terrain, moi, c'est des tablettes que je conseille. Là. Et ils ne sont pas très chers en plus. Donc, plutôt que d'avoir un Toughbook ou des éléments comme ça, vous pouvez utiliser une tablette Android de Calliope. Et ça fonctionne sur OS Android, là, soit dit en passant. Donc, je prends ma tablette et ce que je vais avoir besoin de faire, c'est que je vais avoir besoin de connecter ma tablette à mon ordinateur pour pouvoir faire le transfert des données vers la tablette. Un des éléments que vous pouvez faire également, là, si vous travaillez par exemple avec une équipe et que vous êtes en train de préparer un projet d'acquisition pour votre équipe, ce que vous pouvez faire, c'est que si les gens vont travailler par exemple sur leur téléphone cellulaire ou sur des tablettes sur lesquelles ils ont déjà leur courriel, c'est que vous pourriez prendre le projet, vous l'envoyer par courriel à toute votre équipe et chacune des personnes aurait de disponible dans ses downloads sur sa tablette le projet que vous avez créé. Okay? Donc, lorsqu'on travaille en équipe, c'est une façon de faciliter là, le transfert d'un projet, finalement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon fil USB 3 que je vais connecter dans ma tablette. Ce sera pas bien long. C'est des tablettes de terrain, hein, fait que tout est hyper protégé pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre. Donc, une fois que je l'ai connecté dans ma tablette, je vais le connecter dans mon ordinateur. Et sur ma tablette, on va me demander qu'est-ce que je veux faire en fait avec la connexion. Est-ce que c'est uniquement une connexion de recharge ou est-ce que je veux faire du transfert de données? Donc, c'est important d'aller sur notre tablette pour indiquer qu'on veut faire un transfert de données. OK? Ce ne sera pas bien long. C'est ici. Transférer des fichiers. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais avoir accès à la mémoire de stockage sur mon ordinateur. Et donc là, c'est ça qu'on va aller faire. On va aller faire le transfert des données vers la mémoire de stockage de ma tablette Android. Donc, je vais aller dans mon navigateur de fichiers ici. Et donc, j'ai enregistré mon projet QField dans Users, Charles, et il est enregistré ici dans QField, dans Export. Donc, vous voyez ici, j'ai mon projet tutoriel QField avec tous les éléments que je veux ajouter dans ma tablette. Okay? Donc, j'ai mon base map qui a été généré ici, j'ai mes datas, j'ai mon outil de configuration là, de mon QField. Donc, je peux tout simplement sélectionner ces fichiers-là, faire CTRL-C, et par la suite, je vais aller dans ma tablette sur le côté ici, donc KM7,
Je vais aller dans Espace de stockage interne partagé. Et là, vous pouvez positionner votre projet dans ce que vous voulez, en fait. Moi, habituellement, je les installe dans Download, mais vous allez voir dans QField, on a un navigateur de fichiers sur notre application Android qui nous permet d'aller chercher ces informations-là. Donc, pour ce projet-là, je ne vais pas le mettre dans Download parce que j'en ai besoin. Excusez-moi, je vais le mettre ailleurs. Tiens, je vais le mettre dans Android Data ici directement. OK. Donc, une fois que mon projet est fait et transféré sur ma tablette Android, ben là, je peux tout simplement partir avec ma tablette et aller sur le terrain avec mon QField. OK? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme on est en format mobile, j'ai pris quelques captures de vidéo et je vais vous montrer là, ces captures de vidéo-là pour vous montrer l'interface de QField et comment on travaille avec QField. OK. Donc, première étape, l'installation de QField. Donc, pour installer QField sur votre tablette, vous devez tout simplement aller dans le Google Play et chercher, j'ai fait une erreur de frappe initiale, on cherche QField ici. Okay, donc, QField pour QGIS. Donc, là, je vais faire progresser la vidéo parce que je m'étais trompé et je n'avais pas de connexion Internet. Et donc, vous voyez ici, j'ai mon QField qui va se télécharger. Et donc, une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir ». Et là, on va vous demander si vous autorisez l'application QField à accéder à votre position, accéder aux fichiers, etc. Et là, vous allez pouvoir aller ouvrir un projet local. Je vais juste le mettre sur pause un petit instant. Donc, je vais revenir en arrière ici. Donc, vous voyez, quand vous partez QField, on vous demande, voulez-vous ouvrir un projet local? Donc, vous cliquez tout simplement sur le bouton ici. Et là, vous allez arriver dans le navigateur de fichiers de QField. Vous allez dans Stockage interne. Et ici, vous pouvez naviguer vers l'application, en fait, l'endroit où vous avez stocké vos données dans QField. Donc là, je vais passer aux prochaines vidéos. OK. Donc, une fois qu'on a ouvert le projet, on se retrouve avec cette interface-là. Donc, sur le côté ici, vous avez la possibilité de regarder vos couches. OK? Donc, vous avez la couche fosse septique ligne, fosse septique polygone. Et dans le haut ici, vous avez la possibilité de passer du mode visualisation au mode édition. OK? Donc, lorsqu'on veut éditer nos couches d'information, on vient tout simplement sur le côté ici et on clique sur le mode édition. Donc, une fois qu'on est passé en mode édition,
je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai j'ai un petit rond avec une croix. Ce rond-là va toujours être situé dans le milieu de votre écran. Donc, pour acquérir de la donnée, vous devez déplacer votre fond de carte pour venir ajouter le point à l'endroit voulu. OK? Donc, lorsqu'on est sur notre endroit voulu, on se déplace, on va tout simplement venir cliquer sur le petit point vert dans le bas et c'est ce qui va nous permettre d'ajouter un point. Lorsque le point vert a été cliqué, vous avez votre formulaire qui apparaît. Donc, c'est le formulaire qu'on a construit tout à l'heure. Et là, vous voyez ici, j'ai mon UUID qui s'est créé par défaut, comme on l'avait configuré tout à l'heure. J'ai la possibilité d'entrer mon adresse, j'ai mon drop-down ici, ma possibilité de faire des notes, et on va voir les photos également. Donc, ici, je vais juste changer de vidéo parce que je vais juste vous montrer la prise de photo ici. Donc, voilà. Ah, OK. Donc, ici, pour remplir le formulaire, on clique, par exemple, sur type. Et là, vous voyez le drop-down. Vous voyez que le drop-down vous permet de sélectionner là, les différentes valeurs que vous aviez mappées tout à l'heure. Ensuite de ça, vous pouvez rentrer une note, donc qui est un format de texte très standard. Et ici, je vais vous montrer lorsqu'on clique sur... Excusez-moi. Donc, lorsqu'on clique ici sur l'élément photo, vous voyez, on me demande si je veux permettre d'utiliser la caméra. Et ici, je peux tout simplement prendre une photo à partir de mon application Android et ça me permet, ça va être enregistré sur mon disque dur de tablette et le lien va être copié dans la base de données. Donc, une fois qu'on a pris la photo, on valide. Et là, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais on avait la date de création qui était automatique et le nom de l'auteur qui était automatique. Donc, pour terminer ici, lorsque je valide mon point, vous voyez, j'ai ma symbologie de point que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Donc, j'ai réellement mon point rouge qui apparaît et j'ai mon label d'adresse qui apparaît sur le côté ici. OK? Donc, je suis en mesure de voir mon point rouge et le 1250 avenue de la Station qui apparaît sur le côté. OK? Maintenant, si je veux créer des lignes dans QField, comment est-ce que je m'y prends? Je vais tout simplement venir sélectionner dans mon menu ici fausse sceptique ligne que je conserve en mode d'édition. Et là, vous voyez dans le haut ici, j'ai un élément que je viens activer qui me permet de faire de l'édition avec mes lignes. Donc, ce que je fais, c'est encore une fois, comme quand je travaille dans ArcGIS ou dans QGIS, c'est que je viens générer des vertex avec mes éléments dans le bas ici. Donc, lorsque je crée
pour créer un premier vertex, je viens sélectionner la petite flèche plus. Je peux également venir supprimer les vertex. Et une fois que ma ligne est complétée, je viens tout simplement cliquer sur le petit point vert et le formulaire va partir et ma ligne va être... le formulaire va apparaître et ma ligne va être complétée. Donc, vous voyez ici, là, je n'avais pas rempli le questionnaire vu que c'était la ligne. Donc, ça me génère la ligne avec la symbologie que j'avais sélectionnée tout à l'heure. Donc, pour créer un polygone, même chose, je vais tout simplement venir sélectionner mon polygone. Et je dois minimalement venir faire 3 vertex pour être en mesure de clore mon polygone. Et une fois que j'ai fait mon polygone, j'ai mon élément de questionnaire qui apparaît. Et ça me permet voir, d'avoir... En fait, j'ai créé mon polygone, j'ai créé la table qui lui est attribuée. Maintenant, on va passer à une autre vidéo ici. Donc, si je veux utiliser le GPS de mon... excusez-moi, je vais juste essayer de retrouver la bonne section. OK. Donc, si je veux utiliser le GPS, dans le coin droit ici, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez accès à un petit élément là, qui est le plus avec le carré. Donc, grosso modo, cet élément-là, ce qu'il permet, c'est qu'il permet de venir dire l'endroit où je prends un point, donc l'endroit où j'ajouterai un point, doit être synchronisé avec ma position GPS. Donc, le petit rond avec la croix qu'on voyait tout à l'heure vient se positionner sur ma position GPS. Et donc, à chaque fois que je vais ajouter le plus, c'est la position GPS qui va être prise pour créer l'entité spatiale. Et donc, si je veux créer plusieurs entités, bien dans ce cas-là, je dois personnellement me déplacer sur le terrain pour aller chercher l'élément que j'arpente finalement. Et ça fonctionne également pour les lignes. Donc, si par exemple, vous voulez faire une multiligne, bien, vous allez mettre un vertex à l'endroit où vous êtes positionné. Vous allez marcher pour aller mettre un second vertex et ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez créé votre ligne. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus dans un mode d'édition à main levée, mais on récupère la position GPS de notre appareil pour créer nos entités spatiales. Donc, ça, c'est pour le GPS. Et maintenant, juste aller voir l'outil de mesure. Donc, ici, lorsque je viens cliquer, lorsque je viens cliquer sur mon menu, j'ai une petite flèche ici qui me permet d'aller sélectionner l'outil de mesure. OK? Donc, en cliquant sur l'outil de mesure, je vais pouvoir là, venir prendre des mesures directement sur la carte. Donc, si je fais play ici. Donc, vous voyez ici, j'ai mon point. Je prends une première. Donc, c'est comme si je créais là, des nouvelles entités, mais cette fois-ci, ça va être temporaire, étant donné que c'est uniquement pour une mesure.
Et donc, vous voyez là, sur le côté ici, j'ai l'information de mesure qui apparaît. Donc, j'ai la longueur du segment, la superficie, les longitudes, latitudes, etc. Donc, une fois qu'on a terminé, on peut tout simplement quitter l'outil de mesure. Ensuite de ça, ici, vous avez les paramètres généraux de QField. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir venir travailler pour changer des éléments. Par exemple, si vous voulez changer le GPS, par exemple, vous avez associé un GPS Bluetooth et que vous voulez venir le setuper, ça va être dans les paramètres de QField ici que vous allez venir faire le changement pour dire que la position doit être celle du GPS et non pas celle de l'appareil. C'est également ici que je vous disais tout à l'heure que vous pouvez venir générer des variables. Donc, par exemple, si on avait créé une variable utilisateur et qu'on voulait que chacun des utilisateurs sur son téléphone puisse avoir un utilisateur différent, bien, on viendrait tout simplement dans variable. Et c'est ici qu'on viendrait ajouter une nouvelle variable qui serait user. Donc, tout simplement ici, je peux ajouter une variable globale. Je crois que je l'avais appelée test dans ce cas-ci. Puis vous pouvez lui attribuer une valeur et utiliser cette variable-là. Donc, que ce soit un nom d'utilisateur, un type de capteur, etc., etc., vous pouvez créer des variables globales là, directement dans votre projet QField. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette section-ci? Oui, moi, j'en ai des questions. Oui, d'accord. En fait, une toute simple, c'est de savoir si on peut prendre plusieurs photos pour un même point ou il faut créer des points à chaque photo qu'on prend. Bien, vous pourriez mettre plusieurs champs de points. Champ de photos? Oui, plusieurs champs de photos, excusez-moi. Okay. Dans votre, vous pourriez, par exemple, avoir photo 1, photo 2, photo 3. Okay. Sinon, l'autre possibilité, c'est que, et là, je ne l'explore pas parce que c'est un petit peu plus, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus complexe en termes de base de données, là. Mais dans le fond, c'est qu'on peut créer des relations multiples à multiples dans nos bases de données, excusez-moi, simple à multiple dans ce cas-ci. Et on pourrait dire, par exemple, on stocke les photos dans cette table-ci et cette table-ci va être jointe à mon entité spatiale, un point exactement. Okay. Et là, on pourrait avoir plusieurs photos qui seraient dans cette table-là, mais qui seraient associées à un seul point. Donc, qui nous permettrait d'avoir 10 photos pour un point, okay. 5 photos pour un point. Donc, oui, mais le plus simple, ce serait de créer plusieurs champs, photo 1, photo 2, photo 3. Oui, et de les rendre nullable, là, donc pouvoir dire, ben, s'il y en a juste une photo, on en prend juste une. Ça, ce serait le plus simple. Évidemment, tu sais, en termes de base de données, là, il y a une optimisation qui est faite. Ouais. On travaille avec des child, là, mais oui, le plus simple, ce serait en effet ça. Là. OK. Puis, voyons, si on fait un point, puis là, on remplit notre formulaire, on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on est déjà rendu ailleurs. Y a-t-il moyen de rééditer les attributs de ce point-là? Oui, tout à fait. Excusez-moi, je vais repartir la vidéo ici. Donc, vous voyez ici, là, c'est pour ça que j'avais changé de vidéo tout à l'heure. J'ai enregistré mon point trop rapidement, en fait. Donc, vous voyez, là, j'avais pas terminé de remplir mon questionnaire, puis je l'ai enregistré malencontreusement. Donc, si je clique sur l'élément, vous voyez ici
Je peux venir retravailler mes vertex. Donc, si par exemple, je veux travailler mes... là, évidemment, c'est un point, là, mais si j'avais une ligne, je pourrais retravailler mes vertex. Mais je peux également venir retravailler mes attributs là, ici. Là. Donc, dans ce cas-ci, moi, ce que je voulais faire, c'était retravailler mes attributs. Donc, j'ai cliqué sur le A et là, vous voyez, j'ai de nouveau accès à mon questionnaire. OK, parfait. Puis, pour corriger les attributs. Ouais, moi, c'est ma grande question, là, c'est l'histoire des pixels puis de l'échelle à laquelle on travaille pour ne pas créer un projet avec une extension X puis arriver sur le terrain puis ça ne marche pas. Là. C'est une question d'essai-erreur pour déterminer le pixel. Parce que là, tu n'as pas fait trop de zoom dans ta carte pour créer des choses. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut aller là, si on travaille dans un fossé vraiment plus proche que ça. Oui. Ben, vous pourriez en effet, en fait, c'est vraiment une question d'espace de stockage là, rendu là. Okay. C'est-à-dire que si vous générez une immense photographie à très, très haute résolution, ben, ça se peut que votre téléphone, surtout si vous travaillez sur téléphone et que vous n'avez pas beaucoup d'espace de stockage, ça se peut qu'il trouve ça un petit peu dur. Là, fait que c'est vraiment de trouver finalement le bon compromis entre on travaille à telle largeur de terrain versus la résolution qu'on veut avoir par pixel. Là. OK, mais y a-t-il une fonction quelconque qui nous permet de calculer ça avant d'établir ces paramètres-là? Ouais, moi pour l'instant, je travaille par essai-erreur. Là. Je ne sais pas si quelqu'un a une bonne fonctionnalité, là, une idée de comment faire ça, mais comme je vous disais, moi tout à l'heure, je mettais un pixel à peu près au mètre. Là. Donc, pour la portion que j'utilisais, ça me semblait correct, ça me donnait une bonne résolution, mais je ne sais pas si vous avez vu ici, dans cette capture-là, j'avais fait une erreur, en fait. J'ai mis un 0 de moins. Et pour la même zone, vous voyez, c'est très, très pixelisé versus lorsque j'ouvre celui-là ici, où je ne suis pas du tout pixelisé. Excusez-moi. Okay, mais est-ce qu'on peut zoomer juste pour voir jusqu'à quel point tu peux aller avec ton 1 pixel au mètre? Ben là, des petits plus moins à côté, ça? Ouais, là, ben non, t'es dans ça! Ouais, je suis dans une vidéo, là, donc c'est pas possible. Mais oui, en fait, ça donnerait un pixel avec un côté d'1 mètre. OK, je vais faire des essais-erreurs. D'accord. C'est sûr que ça dépend toujours de quelle superficie vous couvrez versus le niveau de résolution que vous avez besoin sur votre base map. Là. Puis, ouais, c'est ça. C'est parce que si c'est tous des petits projets, mettons, je vais en Gaspésie, je fais un secteur, puis après ça, je m'en vais à Montréal, puis je fais un autre secteur. Tu sais, j'ai pas besoin de prendre entre Gaspésie puis Montréal. Il faut que je fasse 2 projets différents, c'est quoi? Ben dans ce cas-là, oui, en effet, vous pourriez avoir des secteurs pour vos base maps, c'est-à-dire. Là. Vous pourriez avoir des secteurs différents. Sinon, si vous travaillez avec, par exemple, de la donnée mobile, ben, c'est sûr que vous avez accès à ces données-là. Là. Oui, c'est ça, données mobiles. Si vous travaillez pas hors réseau, en fait, vous avez accès à la web map, là, comme quand vous êtes sur votre téléphone puis vous cherchez dans Google Maps. Là. OK. Puis une dernière question, je dirais, c'est les plugins. Là, comme je disais, moi, j'utilise ArcMap, puis je n'ai pas fait du QGIS encore, là, oui. Mais y a-t-il moyen, moi, je travaille au ministère, on a toutes sortes de couches WMS. Est-ce qu'on a moyen de se connecter à ça? Ça, je le sais. Mais est-ce qu'on peut mettre ça hors connexion aussi? Oui. Vous pouvez les générer hors connexion également. Là. En fait, ça va générer une image là, à partir de votre WMS. Puis en fait, un WMS, c'est une image. Là. C'est une image soit PNG, dépendamment. Okay. Donc oui, vous pouvez fonctionner avec vos WMS. Là, OK. en effet. C'est bon. Ça va pour ça? Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi j'ai 2 petites questions. Donc, si je comprends bien, avec le formulaire QField, on pourrait aussi, avec la fonction GPS, enregistrer des lignes en continu
Parce que moi, le travail de terrain qu'on fait, je travaille pour Rando Québec, on fait le géoréférencement des sentiers de randonnée. Oui. Et donc, on a besoin de prendre en continu, d'avoir un tracé de nos sentiers. Donc, ça, est-ce que QField le permet? Parce qu'actuellement, je travaille avec Quick Capture qui, lui, le fait quand j'appuie sur mon bouton de prise d'information. Il va prendre un certain nombre de points en continu, puis une fois que j'ai terminé, je rappuie sur le bouton, puis je récupère dans ArcGIS mon tracé de sentier. Donc, est-ce que QField le permet aussi? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Je ne l'ai jamais utilisé, cette fonctionnalité-là. À mon souvenir, je ne pense pas que c'est possible, là, malheureusement, actuellement, là. Mais je vais peut-être faire une petite recherche sur ce sujet-là. Je n'ai jamais eu à utiliser cette fonctionnalité-là là, dans QField, là, mais OK. vous, dans le fond, vous parlez là, vraiment de prendre une position GPS à toutes les 30 secondes, par exemple. Oui, pour qu'on puisse, c'est ça, avoir le tracé du sentier une fois qu'on récupère la donnée, une fois le terrain terminé. Ouais. OK. Ben, c'est ça, comme je vous dis, là, donnez-moi un petit instant, je vais faire une petite vérification, là, mais ça semble vraiment, à chaque fois que vous vous déplacez, il faut vraiment que vous appuyez là, pour dire je prends un vertex ici. Là. Mais je vais juste faire la vérification. Je n'ai pas l'impression que c'est possible. Peut-être dans les paramètres. Non, l'impression que j'ai, c'est vraiment qu'il faut prendre un point. Il faut vraiment manuellement prendre le point à chaque fois. Là. D'accord. Je ne vois pas la possibilité là, de donner un timestamp. OK. Bon. Non, c'est ça, je ne vois pas la possibilité de le faire, là, mais je vais faire un petit peu plus de recherche, puis je pourrais peut-être vous envoyer un courriel à ce sujet-là. OK, oui, ça Oui, marche. d'accord. Puis ma deuxième question, donc, euh, est-ce qu'on peut utiliser un récepteur externe qui va améliorer la précision du GPS comme une balise Arrow, par exemple? Balise Arrow? Les balises Arrow, ouais, vous savez, ça augmente la précision du GPS interne de l'appareil. Puis c'est OK. des balises qui se connectent en Bluetooth. C'est actuellement ce qu'on utilise à Rando Québec pour justement avoir une précision de l'ordre de entre 60 et puis 60 cm et 2 mètres, dépendamment du couvert forestier. Donc, c'est une balise qui se connecte en externe, en Bluetooth, avec le formulaire. Donc, je Puis est-ce que, capture le fait, mais je me euh, demandais si QField aussi fait. dans le fond, c'est que ça améliore la précision du GPS Oui, interne? oui, tout à fait. Oui. OK. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la possibilité de se connecter sur un GPS externe. Euh, OK. Là, par contre, j'ai l'impression, puis je sais pas, j'ai jamais utilisé ces balises Arrow-là, là, mais j'ai l'impression que si vous améliorez la réception du GPS interne, puis que vous sélectionnez le GPS interne, euh, il va y avoir, ben, vous allez avoir la position du GPS interne, là, finalement. Là. OK. Par contre, ce qui est intéressant, puis là, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, là, mais je ne sais pas si vous allez être en mesure de le voir, là, mais dans les paramètres, là, vous avez la possibilité d'ajouter un accuracy indicator, là, un indicateur Précision. de précision. Là. Donc, sûrement que vous seriez Ah, capable, ce serait peut-être ça. Ouais. en connectant avec le Arrow, de voir s'il y a une amélioration de la précision, en effet, là, ou pas. OK. Donc, c'est D'accord. quelque chose qui est possible dans les paramètres d'activer l'indicateur de précision. OK. Puis, dernière question, donc, pour la mise en place du formulaire dans QGIS, vous avez connecté une base de données PostgreSQL. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec une géodatabase d'Esri?
Oui, ce serait probablement possible. Puis, on peut aussi travailler avec des shapefiles, hein, d'ailleurs. OK. Donc, vous pourriez, par exemple, c'est sûr que lorsqu'on édite des shapefiles, après ça, il y a toujours l'enjeu de synchronisation. Là. Oui. Mais oui, ce serait quelque chose de possible de travailler avec des shapefiles, là, puis probablement aussi avec une géodatabase. Ouais. OK. Les géodatabases sont rendues très bien connectées dans QGIS. Là, donc, oui. Parfait. Super. Ben, merci beaucoup. C'est sûr que on favorise PostgreSQL parce que ça fait partie du projet Open Geospatial Consortium, là, finalement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'ai une petite question. Est-ce que c'est possible, par exemple, si on fait l'inspection des fosses septiques et sur QField d'identifier, par exemple, si le fosse septique il est en mauvais état, que le point devient rouge ou que le point devient vert, s'il est bon sur QField ou il faut programmer ça sur QGIS seulement? Ben, grosso modo, c'est ça, ça se programme préalablement sur QGIS. Donc, vous voyez mon écran ici, là. Donc, en fait, l'idée, ce serait de dire, donc, dans vos propriétés de symbologie, donc, la symbologie ici, là, vous pouvez faire des categorized symbols. Et vous pourriez rajouter là, des valeurs. Que, en faisant ça, ce qui va arriver, c'est que lorsque vous allez, par exemple, dire, bon, ben, supposons, attendre un petit peu, je vais sélectionner le type. Je pense qu'on peut... Donc, vous sélectionnez, par exemple, la valeur sur laquelle vous voulez faire votre symbologie. Et là, vous pourriez rentrer vos valeurs, c'est ça que l'élément prend. Puis lorsque vous allez remplir votre questionnaire, mais regardez, on va le montrer, je vais vous le montrer directement là, dans QGIS. Donc, j'avais mis quoi comme possibilité? Donc, attribute form, type, non conforme. Okay. Par exemple, ici, je viens dans style, et dans properties. J, categorize, type. Hop, comme ça. Non conforme. Je vais en ajouter une autre, comme ça. Je fais OK. Et là, je crois que si j'ajoute un point et que je sélectionne non conforme, non conforme, OK. Vous voyez, il vient prendre la symbologie de l'élément que j'ai sélectionné. Oh, je l'avais mis non conforme. Et ça fonctionne de la même façon là, dans QField. OK, merci. C'est correct pour ça. D'autres questions? Je vois le iPad de Julie qui a une main levée. Oui, mais en fait, c'est pour faire suite à la question sur l'espèce de pour que ça soit compatible, là, une géodatabase avec les données qu'on prend là-dedans. Là, quand vous avez créé la couche fosse septique point, c'est dans un format, là, mon Dieu, SQL, là, je ne sais pas trop, PostgreSQL. Mais est-ce qu'on peut créer une géodatabase dans QGIS? Oui, on peut créer une géodatabase dans QGIS. Donc, en fait, des shapefiles, où est-ce qu'on définit ça? Oui, donc directement ici, là, pour créer un shapefile, en fait, vous pouvez venir dans c'est dans Layer, Create Layer. Okay. Là, vous pouvez créer un new shapefile à partir de QGIS. Je ne pense pas qu'on peut créer des géodatabases, mais on peut
connecter des géodatabases OK. avec browser ici, là, si on vient dans Vector. Vous voyez les géodatabases. ArcInfo. Esri Shapefile. Ah, Esri Personal Geodatabase ici. Mais parce que j'avais cru comprendre qu'il y a un lien avec la création des tables puis le formulaire. Fait que là, si on importe une géodatabase, il faut relier le formulaire à certains champs qui existent déjà. Ben, le formulaire, en fait, c'est un rendu par-dessus la donnée. Là. Il y a pas, le formulaire ne vient pas modifier les champs dans la base de données. Il vient uniquement modifier le rendu lors de Les la valeurs. Oui, exactement. Donc, dans le fond, c'est comme si vous avez une interface web, vous avez un drop-down dans votre interface web, mais ce drop-down-là, il va aller peupler une base de données, mais il ne vient pas modifier la base de données OK. en tant que telle. OK. Ouais. Puis évidemment, ben là, avec la base de données GeoDatabase, je vous dis ça en toute humilité là, parce que je n'ai jamais travaillé avec GeoDatabase sur le terrain. Je sais que c'est connectable et habituellement, c'est exportable. Mais évidemment, il faut travailler en déconnexion locale là, parce qu'on n'est pas sur un serveur web. Là. OK. Ouais. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je vais passer à l'importation des données. Parfait. Je vais passer à l'importation des données dans ce cas-ci. Donc, pour l'importation des données, je vais juste changer de projet. Je vais prendre le projet sur lequel j'ai travaillé pour créer les vidéos. Donc, excusez-moi, je vais faire open. Parfait. Donc, ça ici, ça se trouve à être le projet là, avec lequel j'ai travaillé pour le vidéo. Vous avez vu tantôt dans la vidéo, j'ai généré des données à partir de ce projet-là. Mais là, présentement, je n'ai pas encore réimporté ces données-là dans mon QGIS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire cette réimportation de données-là. Donc, pour ce faire, je vais en premier lieu là, venir directement sur mon ordinateur et je vais me rendre dans le C, user, dans mon fichier QField. QField ici. Et ici, je vais juste venir nommer ça import. Donc, en fait, vous pouvez créer un dossier qui s'appelle import à partir duquel vous allez importer vos données. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller dans ma tablette qui était toujours connectée là, à mon ordinateur. Donc, il faut évidemment reconnecter l'élément à notre ordinateur. Et dans Download ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir récupérer mon projet QField que j'avais mis sur ma tablette. Je fais un CTRL-C de ça ici. Et je vais retourner dans mon import ici. Cet élément-là. Et je viens tout simplement mettre mon projet QField que j'ai travaillé. Et donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici venir dans mon plugin QField Sync et je vais faire Synchronize from QField. Et là, on me dit à partir de où est-ce que vous voulez importer? Bien, je lui dis à partir de Import, donc dans QField, je fais Synchronize.
Et donc là, vous voyez mes données qui sont désormais disponibles dans QGIS. Et si je me connecte à ma base de données Postgres, donc je l'avais mis dans celle-là ici. En fait, ouais, on ne le verra pas directement excusez-moi, il faudrait aller sur pgadmin pour l'observer, là, mais vous voyez que j'ai updaté grosso modo ma base de données avec des éléments. Donc, ça ferait pas mal le tour là, du tutoriel, du webinaire, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, là, de mon côté. Est-ce que vous avez trouvé le webinaire utile? Est-ce que vous voyez... oui, je vois David et Julie qui ont levé des mains. David, allez-y. Oui, j'avais une question. En fond, ça fait un peu écho à ce que Julie disait là, avec plusieurs photos, mais moi, ce que je vais devoir faire beaucoup, c'est, mettons, prendre un point, puis, mettons, mesurer vraiment différents spécimens, admettons, la taille des crabes, je ne sais pas combien, là, 50, 100. Donc, c'est vraiment un peu comment je m'y prendrais là, pour faire, je pense que vous disiez, relation un peu simple à multiple là, pour ce genre de point-là. Je ne sais pas ce serait quoi un peu comment faire ça, ouais. Oui, exact. Comme je vous disais, dans le fond, c'est vraiment dans votre configuration de base de données Postgres. Là. C'est qu'ici, dans le fond, vous allez venir générer là, une table complémentaire qui serait juste une table, par exemple, avec vos données de crabe, là, finalement. Puis, via ce qu'on appelle une foreign key, vous allez venir la lier à cet élément, à votre élément de point, par exemple. Fait que chaque point de coordonnées va avoir plusieurs champs associés, qui seraient par exemple la longueur de votre crabe ou quelque chose comme ça. Si vous voulez, vous pouvez peut-être me contacter là, après le tutoriel, puis on pourrait regarder ça ensemble là, pour parce que là, j'ai pas évidemment, j'ai pas la procédure en tête comme ça live, là, puis je veux pas que tout le monde soit mélangé à cause des essais-erreurs, mais il y a la possibilité de le faire, en effet, puis je vous montrerai la procédure. Là. OK. On peut y assister toutes les deux? Oui, c'est ça. Envoyez-moi un courriel par la suite, puis on pourrait se mettre un meet. OK. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on a ton courriel? Je vais vous le donner. Je vais vous le donner à la fin de, OK. de la conférence, du webinaire. Super, merci. Pas de problème. Est-ce que, Julie, c'était dans le même ordre d'idée? Ou... Oui, c'est beau, ma main, je ne l'ai jamais baissée, c'est correct. OK, parfait. OK, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je finirai le tutoriel comme ça. Juste pour votre information, là, avec Doussou Formation, on m'a dit de vous dire que le fait d'assister à ce tutoriel-là vous donnait un rabais sur les formations là, longue durée, là, donc la formation, par exemple, QGIS, la formation PostgreSQL, PostGIS. Malheureusement, j'ai oublié le montant du rabais, donc ce serait de voir avec Mamadou là, quel était le rabais. De notre côté, chez CDG Développeurs, si jamais vous voulez mettre en place là, une base de données PostgreSQL pour un projet d'acquisition de données, on offre un mois gratuit sur un an d'hébergement. Donc, comme je vous disais, là, grosso modo, la seule partie qui est payante dans le fait de développer ce stack open source-là, c'est vraiment l'hébergement parce que ça prend un ordinateur physique qui reçoit là, les données. Là. Mais donc, si jamais ça vous intéresse, là, on offre, c'est ça, un mois gratuit là, pour l'essai du stack. Là.
avec un hébergement web. Donc, pour ceux qui me l'ont demandé, je vais vous donner mon courriel. Donc, c'est le Charles à commercial CDG développeur, donc CDG développeur DEVELOPPEUR.com. Tu voudrais qu'on fasse ça maintenant ou on cédule un autre horaire? Si ça vous va, je cédulerai peut-être un autre horaire. OK, parfait. Je l'apprécie, là, mais c'est parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres... Non, merci beaucoup. De mon côté, non. C'est bon. Merci, Charles. Bon, bien parfait. Donc, je vous laisse aller. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez mon courriel. Vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Puis, j'espère que ça vous a été utile. Puis que vous allez faire votre campagne de terrain sur Qfil plutôt que papier. Parfait, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.